Bonjour Boris, Bonjour Victor. bienvenue dans cette nouvelle vidéo de C'est quoi la santé. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui nous a été demandée par une de nos auditrices. On va parler des produits laitiers. Alors, il y a beaucoup de controverses sur le lait. Est-ce qu'il vaut mieux lait de chèvre, lait de vache? À propos du risque d'inflammation et de prise de poids chez l'adulte, chez l'enfant. Quid des laits végétaux comme le lait d'amande ou le lait de soja? Bref, on va passer tous ces aspects en revue. Alors, ma première question pour toi, faut-il différencier les laits animaux des laits végétaux? Oui, absolument, il faut les différencier parce que la notion de lait végétal et même de beurre végétal, c'est un abus de langage. Et ça, c'est très important parce que le lait, par définition, c'est d'origine animale. Alors, la confusion vient du fait que lorsque j'ai un liquide qui est de couleur blanche, un peu crémeuse, eh ben, ça ressemble un petit peu au lait, au vrai lait, au lait animal. Et donc, par analogie, je vais dire, ah bah oui, c'est comme un lait, c'est un lait. Non, ça n'est pas du tout du lait. Le lait, par définition, c'est un processus de lactation, c'est-à-dire qu'il y a du lactose dedans, mais pas seulement, et c'est sécrété par des mammifères. Et donc, c'est d'origine purement animale, il faut être très clair là-dessus, et le beurre est un dérivé du lait, lui-même, il est purement d'origine animale. Ce qui veut dire que le lait d'amande, lait de coco ou beurre de coco, c'est des notions qui sont erronées et qu'il ne faut pas utiliser parce que sinon, on ne sait plus du tout de quoi on parle. Très bien, merci pour cette réponse. Pour ma deuxième question, je voudrais te demander quelle est la différence entre le lait humain et le lait des autres animaux? Alors déjà, les laits d'animaux, en fait, que l'on consomme, en réalité, c'est essentiellement des laits de ruminants, et plus exactement des laits de bovidés, c'est-à-dire en gros chèvres, brebis et vaches, parce qu'en fait, tous les mammifères peuvent produire du lait, mais en général, on ne consomme pas du lait de chatte, de chienne ou de rate. Alors, il y a des différences très importantes à la fois en interespèces et en intra-espèces. Et donc, si on prend le lait de ruminant, qui est celui que l'on consomme habituellement, par rapport au lait humain, au lait maternel, eh bien, il y a de grosses différences à la fois au niveau de ce qu'on appelle les macronutriments, donc la teneur en protéines, en graisses de type monoinsaturé, de type acide gras CLA, etc. Et puis, il y a aussi de grandes différences au niveau des micronutriments, c'est-à-dire des vitamines, des minéraux, dans leur concentration. Et puis il y a aussi de grandes différences au niveau de certains types de protéines, de certaines enzymes, de certains anticorps qui sont sécrétés. On peut citer l'exemple des caséines, qui sont un ensemble de protéines, et au sein des caséines, la sous-famille des caséines bêta, et on sait que donc elles sont extrêmement différentes entre les espèces, ce qui peut expliquer d'ailleurs des phénomènes d'allergie sur lesquels on pourra peut-être revenir. Et au sein de l'espèce humaine, la caséine bêta, en fait, est issue bien sûr d'un gène, mais elle est assez différente d'une femme à l'autre. Ça veut dire que les bébés humains ont un lait qui est assez spécifique de leur mère et qui est en relation, au moins de façon partielle, avec leur patrimoine génétique et celui de leur mère. Et ça, c'est très intéressant. Très bien, je te remercie. Et donc, depuis quand buvons-nous du lait? Alors, on boit du lait depuis que l'être humain naît. Bon, c'est une blague, mais évidemment, depuis que Sapiens existe et qu'il y a des bébés sapiens, n'est-ce pas? Eh bien, on boit du lait. Donc, ça veut dire depuis que l'espèce existe, et en fait, c'est valable pour les autres mammifères aussi, c'est-à-dire que nos petits ne sont pas adaptés pour une vie directe dans l'environnement, hein, contrairement à un oiseau où les parents vont aller chercher des larves, des vers, etc. pour leur donner. Alors eux, ils ne peuvent pas chasser, mais ils peuvent manger directement ce que mangent les adultes, ou au moins en bonne partie. Pour nous, ce n'est pas du tout le cas, d'où le phénomène justement de consommation du lait chez les mammifères. En ce qui concerne la consommation du lait d'autres espèces, hein, par sapiens que nous sommes, alors ça, c'est un phénomène qui d'ailleurs est unique, hein. On peut le souligner, dans la nature, il n'y a, à notre connaissance, en tout cas pas d'autres espèces qui va consommer régulièrement le lait d'une autre espèce animale qu'elle élèverait, hein. Donc ça, c'est une spécificité humaine. Et donc chez l'homme, on peut remonter à des tribus qui sont des tribus relativement récentes, hein, aux yeux de l'évolution, comme les Maasai, qui effectivement peuvent parfois consommer de grandes quantités de lait, parfois plusieurs litres par jour, hein, du lait entier bien sûr, comme aliment. Mais ça reste quand même assez anecdotique
Et finalement, c'est relativement récent, puisque à l'échelle d'Homo sapiens, au moins 150 000 ans, et du genre humain en général, 2,5 millions d'années, du coup, c'est quand même très nouveau. Merci beaucoup pour ta réponse. Et donc, pourquoi buvons-nous du lait? Pour certaines tribus comme les Maasai dont on a parlé, c'est une source d'énergie, une source de nutriments qui est non négligeable. Et donc, il y a cet aspect-là. Mais en général, aujourd'hui, si on boit du lait, c'est pas du tout pour la survie. On a largement de quoi manger au niveau animal et végétal, en dehors des produits laitiers. Et en fait, si on consomme du lait, c'est parce que on a pu se rendre compte qu'il y avait un effet apaisant, qui est lié justement à un mécanisme proche des opiacés, donc vous savez, des antalgiques, comme la morphine par exemple. Et il y a un effet aussi addictogène, qui est lié aussi à cet effet dit opioïde. Donc il y a l'effet antalgique et addictif lié à cette action de type opioïde, et peut-être qu'il y a aussi, sait-on jamais, des souvenirs agréables de notre temps d'enfance. Bon, ça c'est moins démontré évidemment. Voilà pourquoi on est enclin à consommer du lait, même à l'âge adulte, et des produits laitiers en général. Et les adultes sont-ils adaptés pour boire du lait? On peut répondre à la question sous deux angles. Un, est-ce que les adultes sont adaptés pour boire du lait, et donc du lait sous-entendu humain, de la même espèce? Alors ça, on n'a pas la réponse à la question, parce qu'en fait, il n'y a pas d'études à proprement parler qui se soit penché sur le sujet, pour la simple et bonne raison que ça a été globalement refusé par les autorités sanitaires en disant que ce n'était pas moral ou que c'était perturbant, des raisons bien sûr tout sauf scientifiques, ce qui fait que même s'il y a eu quelques expériences de produits laitiers élaborés à partir de lait humain, comme dans certains cas, il y a un restaurateur londonien qui était connu pour ça, globalement on n'a aucune idée de la réponse. Donc déjà là, on ne sait pas. Et donc du coup, après, c'est la consommation de lait de ruminants chez l'adulte humain. Et alors là, la réponse est non, nous ne sommes absolument pas faits pour en consommer. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais nous ne sommes pas faits pour le consommer, et je vais vous donner quelques raisons pour cela. Par rapport à ce que l'on sait, on peut énoncer 6 raisons. Premièrement, il y a le problème de la digestion, de l'absorption, et donc d'une enzyme qui permet de couper ce lactose qui est contenu dans le lait, qui est composé de glucose et de galactose, de le couper par ce qu'on appelle une bêta-galactosidase. Et cette enzyme, normalement, on la perd lorsqu'on est adulte, et c'est une enzyme qui est présente chez l'enfant pour digérer justement ce lactose. Alors bien sûr, chez des gens très exposés, on a pu montrer que cette enzyme gardait une certaine activité, mais à la base, normalement, cette enzyme perd de son activité, donc ça c'est une première raison. La deuxième raison, c'est le devenir de ce galactose, parce que ce sucre très particulier qu'est le galactose, ça n'est pas du glucose, c'est pas non plus du fructose, c'est autre chose. Et le galactose, il a un rôle très important chez l'enfant dans le métabolisme, parce qu'il est notamment incorporé dans des structures, notamment dans le cerveau. Le cerveau est fait en grande quantité de graisse, et ces graisses spéciales ont des sucres qui sont branchés dessus, etc. Et donc c'est le cas du galactose. Bref, le galactose chez l'enfant sert probablement un petit peu au métabolisme énergétique, mais surtout il a un rôle de structure, on dit un rôle structural. Or, chez l'adulte qui n'a plus du tout cette croissance structurale, notamment cérébrale, que devient ce galactose? Eh bien, on n'en sait rien. Alors, il y a une maladie qu'on appelle les galactosémies congénitales, ça c'est autre chose, mais on voit que l'accumulation de galactose peut entraîner des effets secondaires parfois assez sévères. Alors, chez l'adulte, on peut quand même se poser la question des effets d'utilisation, de non-utilisation de ce galactose. Le troisième point, c'est que le lait est sucré. Alors le sucre, on l'a vu, c'est du lactose, c'est-à-dire glucose plus galactose, donc c'est une source non négligeable de sucre, même si elle est faible, mais si on en consomme des litres par jour, ça représente un apport non négligeable de sucre, ce qui est en soi tout à fait nocif. Et derrière, il y a aussi d'autres sucres, alors qui sont en quantité bien plus faible, d'ordre de 10%, qui sont des oligosaccharides, qui ne sont donc pas le lactose et qui accompagnent le lactose au sein du lait. Donc le lait est un produit qui est quand même légèrement, certes, mais légèrement sucré. La quatrième raison, c'est l'effet opioïde qui entraîne justement cet effet addictif et une certaine prise de poids.
La cinquième raison, c'est la teneur élevée, même très élevée en caséine, beaucoup plus que le lait humain, que l'on est capable de digérer lorsque l'on est enfant. Et donc les caséines sont 2 à 3 fois plus concentrées, plus présentes dans le lait de ruminant, que ce soit le lait de vache, que ce soit le lait de brebis ou que ce soit le lait de chèvre. Et ces caséines contiennent entre autres donc, de la bêta-caséine, comme on en a parlé un petit peu avant. Et ces bêta-caséines sont très différentes d'une espèce à l'autre et peuvent entraîner des réactions allergiques. Et ces bêta-caséines, elles peuvent être digérées par nos enzymes en bêta-casomorphine, et l'une d'entre elles, ce qu'on appelle la bêta-casomorphine 7, peu importe, a une action tout à fait inflammatoire. Et certains travaux ont montré qu'elle pouvait peut-être être impliquée dans certaines maladies où il y a un substrat inflammatoire, y compris des maladies neuropsychodéveloppementales comme la schizophrénie, et avec des régimes où il y avait une éviction de cette molécule, cette protéine particulière, qui permettait une amélioration des symptômes. Alors, ça ne veut pas dire que toutes ces maladies sont liées uniquement aux produits de digestion des bêta-caséines. Néanmoins, il faut quand même se poser la question du rôle de ces bêta-caséines d'autres espèces dans la genèse de certaines maladies humaines. Enfin, sixième raison, il n'y a pas que les caséines, il y a aussi ce qu'on appelle la famille des albumines, et puis il y a plein d'autres protéines d'ailleurs, mais dans la famille des albumines, il y a la bêta-lactoglobuline. Et les bêta-lactoglobulines sont des protéines qui sont tout à fait absentes du lait maternel humain et qui sont présentes notamment dans le lait de vache. Et ces protéines sont très allergisantes, comme souvent ce qui est un petit peu exogène. On n'a pas l'habitude de s'y confronter. Notre système immunitaire a tendance des fois à un peu trop réagir face à ces molécules étrangères. C'est le cas de cette bêta-lactoglobuline, et on sait qu'aujourd'hui, elle est responsable à elle seule de plus de 80% des allergies dites aux protéines du lait de vache, les APLV, chez les enfants de moins d'1 an. Et donc, chez ces nourrissons-là, lorsqu'ils ont un allaitement artificiel pour telle ou telle raison, eh bien, il peut survenir une allergie aux protéines du lait de vache. Eh bien, cette protéine est particulièrement impliquée. En ce qui concerne la deuxième façon d'expliquer en quoi nous ne sommes pas faits pour consommer du lait de vache, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes la seule espèce à consommer du lait d'autres espèces animales, et en ce sens, même si on ne connaît pas encore toutes les différences, et on ne les connaîtra peut-être jamais toutes d'ailleurs un jour, eh bien, on peut se douter qu'il y a des incompatibilités, en tout cas des difficultés de substitution interespèces. Évidemment, les choses ne sont pas si simples que ça. Faut-il boire du lait? Eh bien, chacun est libre de ses choix. Il ne s'agit pas de devoir en boire ou pas, mais il existe un certain nombre de conséquences qui peuvent parfois affecter lourdement certaines personnes. Mieux vaut en être conscient et être attentif à votre tolérance. Le lait, si on peut s'en passer, c'est mieux, et on n'est pas obligé de s'en passer, mais si on peut s'en passer, c'est quand même mieux. Alors, dans ce podcast, on a volontairement abordé uniquement le lait. On n'a pas parlé des autres produits laitiers qui présentent certaines différences. Tout à fait, là ça faisait suite à une question qui nous a été posée, donc c'est vrai qu'on s'est focalisé sur le lait. Il y a quelques nuances à apporter sur d'autres produits laitiers plus élaborés ou fermentés effectivement. Eh bien, merci beaucoup Boris, et merci à tous pour votre attention. On se retrouve très prochainement dans un nouveau podcast. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime sur la vidéo si vous avez apprécié notre travail. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site internet www.sequoiasanté.com pour en savoir plus sur notre travail. À très bientôt et surtout prenez soin de vous. À très bientôt, prenez soin de vous.